Mon intervention porte sur les contentieux, donc concernant la reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles au Japon, avec un focus sur les questions de kaloshi, donc mort par surmenage, pour faire un lien avec l'intervention de M. Kawahito. Au Japon, la possibilité de reconnaissance du kaloshi provoqué par le surmenage, le mort par surmenage, y compris le suicide, kalojisatsu, a été remarquablement élargie depuis les années 1990. Il s'agit plus concrètement des troubles cérébraux et cardiovasculaires pour la raison de surmenage au travail, typiquement les longues heures supplémentaires ou alors les troubles psychiques pour la raison de charges psychologiques excessives du travail. Ces maladies, qui avaient été rarement qualifiées comme maladies professionnelles dans les années 80, sont aujourd'hui officiellement inscrites dans la liste de maladies professionnelles qui peuvent être indemnisées par l'assurance sociale. Un des principaux facteurs de ce grand changement était en effet un mouvement organisé et porté par les avocats en collaboration avec d'autres professions qui s'appuyait fortement sur les actions en justice. Mon intervention propose de présenter et analyser le contexte juridique de ce mouvement et sa réussite. Mon intervention sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais essayer de présenter très rapidement l'ensemble de systèmes juridiques de reconnaissance et d'indemnisation des maladies professionnelles au Japon, en mettant en focus sur ses spécificités en comparaison du droit français. Je précise ici tout de suite qu'aucun de mes propos n'aura pour but d'évaluer si la France ou le Japon a un meilleur système d'indemnisation, ni lequel est le plus adapté à la contestation via les contentieux. À partir des spécificités du droit japonais, je vais plutôt essayer d'analyser le contexte juridique de mobilisation du droit et du contentieux dans le mouvement anti-Kaloshi. Alors, mon hypothèse, qui n'a rien de révolutionnaire, est celle-ci. La façon dont les contentieux sont mobilisés par différents acteurs dans les mouvements sociaux, par différentes causes, dépendent, au moins en partie, des détails techniques, des normes juridiques et des systèmes juridiques qui sont susceptibles d'être mobilisés dans les contentieux. Ainsi, dans la deuxième partie de mon intervention, je vais essayer d'illustrer comment la structure juridique, la théorie d'indemnisation des maladies professionnelles et les caractéristiques de la liste de maladies professionnelles, entre autres, ont préfiguré la façon dont les contentieux ont été utilisés par le mouvement anti-Kaloshi au Japon. Alors, donc, j'aborde la première partie de ma présentation dans laquelle je vais présenter l'ensemble des dispositifs permettant l'indemnisation des maladies professionnelles au Japon avec une perspective de comparaison avec le droit français. Alors, pour ne pas déborder le temps qui m'est accordé, je vais essayer d'être rapide en sacrifiant les détails, mais aussi la perspective historique de ce système, en me concentrant sur le système juridique dans sa forme actuelle, à la fois pour le droit japonais et pour le droit français. L'indemnisation des maladies professionnelles peut se faire au Japon principalement par deux canaux, celui collectif et celui individuel. Le Japon possède, comme la France, une assurance sociale permettant l'indemnisation des accidents de travail et maladies professionnelles. Bon, j'appellerai ATMP pour être rapide, qui représente une des plusieurs branches de sécurité sociale. Ce système japonais d'assurance d'indemnisation des ATMP, Roudosha Saigai Hoshou Hoken Seido, est directement géré par le gouvernement et les prestations sont intégralement financées par les cotisations sociales à la charge des employeurs. La gestion de la branche ATMP est confiée en grande partie par le gouvernement aux bureaux départementaux du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, ainsi qu'aux chefs de bureau de l'inspection du travail. Ces chefs de bureau de l'inspection du travail, qui sont répartis sur 300 sites dans tout le pays, qui sont notamment compétents pour accepter ou refuser de reconnaître le caractère professionnel d'accident et maladie en réponse à la demande de la victime ou ses ayants droit.
Ce sont ces décisions donc prises par les chefs de bureau de l'inspection du travail qui seront contestées dans les contentieux que nous allons et je vais évoquer plus tard. Selon l'article 1er de la loi sur l'assurance d'indemnisation des AT-MP, sont indemnisées les blessures, les maladies, les invalidités et les décès liés au travail ou au trajet professionnel. Pour bénéficier des prestations AT-MP, selon la loi, il est nécessaire de démontrer donc une atteinte à la santé, blessure, maladie, invalidité ou décès, ainsi qu'un lien avec le travail ou le trajet. On peut ici constater une première différence avec le droit français qui est la distinction beaucoup moins nette des accidents du travail d'une part et des maladies professionnelles d'une autre part. Il est en effet à souligner que le système français d'indemnisation des accidents de travail excluait longtemps l'indemnisation des maladies professionnelles et distingue aujourd'hui encore très clairement, à la fois en termes de codification et au niveau théorique, les accidents de travail et les maladies professionnelles. Alors, revenons au droit japonais. Si le texte de loi ne recourt donc pas forcément à la dichotomie entre accident et maladie, le droit japonais distingue toutefois les maladies professionnelles en énumérant explicitement des affections dont le caractère professionnel peut être présumé. En effet, le lien entre l'atteinte à la santé et le travail est complexe à démontrer en cas de maladie, pour la raison de son évolution progressive, mais aussi de l'influence de différents facteurs, à la fois professionnels et non professionnels, sur l'évolution de la maladie. Le Japon dispose donc d'une liste de maladies professionnelles qui est fixée par voie d'arrêté ministériel. Cette liste énumère une série de maladies qui sont présumées avoir un lien avec le travail et précise également pour chaque maladie le type de travail qui sont susceptibles de provoquer ces maladies. Le but est d'alléger la charge de la preuve pour la victime, le principe général étant celui d'une présomption légale du lien entre le travail et la maladie. En d'autres termes, quand la victime établit qu'elle est atteinte de l'une des maladies identifiées dans la liste et qu'elle avait effectivement exercé un travail susceptible d'entraîner cette maladie, la maladie professionnelle est en principe reconnue. On voit bien que ce mécanisme est très proche de celui des tableaux de maladies professionnelles en France. La liste japonaise a pourtant 12 spécificités au moins par rapport au tableau de maladies professionnelles en France. L'une des caractéristiques majeures de la liste japonaise réside dans ses descriptions de caractère très général, voire abstraites, qui donnent au chef de bureau de l'inspection du travail une grande liberté d'interprétation. La liste se contente en effet de décrire de manière générale les caractéristiques du travail contenant le facteur susceptible de provoquer des affections, et elle ne précise ni le délai d'incubation, ni le degré d'exposition dans la liste elle-même. À titre d'exemple, pour être plus clair, selon la clause, par exemple, numéro 2-11 de la liste, sont présumées maladies professionnelles, les maladies de l'oreille, dont les problèmes auditifs engendrés par le travail sur un lien fortement bruyant. La description du travail ainsi que les affections concernées restent très vagues, ce qui demande au chef de bureau de l'inspection du travail de déterminer si le lieu de travail est fortement bruyant ou non, ou encore si la maladie de la victime peut être qualifiée, considérée comme une maladie de l'oreille. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les tableaux de maladies professionnelles français, je ne vais pas tout lire, rassurez-vous, pour voir la différence nette de style. Le tableau équivalent dans le régime général, par exemple, serait le tableau 42, attente auditive provoquée par les bruits lésionnels. Et quand vous voyez vous le voyez sur la diapo, les maladies ainsi que le travail susceptible de provoquer ces maladies sont précisés en détail. Nous pouvons ici remarquer la grande marge d'interprétation concernant la liste des maladies professionnelles au Japon qui laisse une place au contentieux justement autour des éléments ouverts à l'interprétation. Par ailleurs, depuis 2011, la clause numéro 8 et la clause numéro 9
évoquent respectivement de la liste de maladies professionnelles japonaises, évoquent respectivement les troubles cérébraux et cardiovasculaires provoqués par le surmenage et les troubles mentaux et psychiques provoqués par la charge psychologique excessive, en laissant toujours une marge d'interprétation autour de chaque élément constituant la description de ces maladies et des facteurs de risque. Une autre caractéristique de la liste de maladies professionnelles japonaises est sa structure ouverte aux maladies qui ne sont pas incluses dans la liste, équivalent de maladies dites hors tableau en France. En effet, depuis sa création en 1947, la liste japonaise contient une clause finale, aujourd'hui la clause numéro 11, qui permet de reconnaître comme maladies professionnelles les maladies hors liste et dont le lien avec le travail est évident. En d'autres termes, des maladies qui ne figurent pas dans la liste ne sont pas exclues de l'indemnisation. Bien que le lien évident avec le travail doive être directement prouvé pour que la victime bénéficie de l'indemnisation, et bien sûr que cette preuve puisse s'avérer extrêmement difficile, le droit japonais n'exige ni conditions supplémentaires pour la reconnaissance des maladies hors liste, ni de démarche spécifique de reconnaissance. Il s'agit ici d'une autre différence par rapport au droit français. Premièrement, si le droit français n'exclut pas non plus la prise en charge des maladies hors tableau, le Code de la sécurité sociale exige soit le décès de la victime, soit une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. Deuxièmement, pour les maladies professionnelles hors tableau, le droit français distingue un processus administratif à part, en faisant systématiquement intervenir les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, au Japon, considérant la structure flexible et ouverte de la liste de maladies professionnelles, le ministère publie de nombreuses circulaires administratives pour préciser les descriptions contenues dans la liste des maladies professionnelles. Le but est de faciliter la prise de décision des chefs des bureaux de l'inspection du travail et d'harmoniser les décisions de reconnaissance de la maladie professionnelle qu'ils prennent au cas par cas. Les circulaires précisent les caractéristiques des maladies inscrites avec les normes in extenso des maladies, le degré minimum d'exposition au risque, le délai d'incubation, etc. Il est à souligner que ces circulaires sont émises aussi pour la clause permettant la reconnaissance des maladies hors liste. En effet, quand une maladie hors liste fait l'objet de demandes d'indemnisation nombreuses, le ministère élabore, sans attendre une réforme de la liste, des circulaires sur les conditions de reconnaissance de caractère professionnel de la maladie en cause via la clause permettant la reconnaissance des maladies hors liste. Pour les cas de Kaloshi et Kalojisatsu, qui n'apparaissaient pas donc dans la liste jusqu'à la réforme de 2010, l'élaboration de ces circulaires a commencé petit à petit depuis les années 60 pour les maladies cardiovasculaires et élargissant la portée de l'indemnisation de ces maladies jusqu'à aujourd'hui. Ces circulaires administratives sont uniquement destinées aux agents administratifs qui exercent le pouvoir administratif et elles ne créent pas de nouvelles règles contraignantes pour les assurés. Il s'agit des normes donc internes dans la hiérarchie d'administration. Elles jouent cependant un rôle décisif dans la reconnaissance des maladies professionnelles et constituent en pratique un complément essentiel de la liste, car les chefs des bureaux de l'inspection du travail y recourent systématiquement. Alors, je présente maintenant au deuxième canal, donc j'ai fini pour la sécurité sociale et je passe à un deuxième canal permettant l'indemnisation de la victime des maladies professionnelles. Il s'agit d'une indemnisation par son employeur en cas de faute de l'employeur. La victime peut en effet porter plainte contre son employeur en s'appuyant sur la faute de ce dernier, donc de l'employeur. Il s'agit de la responsabilité civile, soit contractuelle, soit délictuelle, dans le cadre
du Code civil. Au Japon, le travailleur qui se considère comme victime de maladie professionnelle peut tout à fait poursuivre simultanément la demande d'indemnisation par la sécurité sociale et un litige contre son employeur ou un de ces deux options en fonction de circonstances de l'apparition de maladie en question et tout simplement de son souhait. Quand la demande de l'indemnisation par l'assurance sociale est rejetée, il peut attaquer cette décision auprès des juges par voie de contentieux administratif, toujours indépendamment d'un autre procès en cours ou pas concernant la responsabilité civile de son employeur, de son employeur. On observe ici aussi une différence importante par rapport au droit français où l'application de la législation sur les accidents de travail et maladies professionnelles exclut en principe l'application du droit commun de la responsabilité civile de l'employeur. Bon, en revanche, la responsabilité de l'employeur est en France, depuis récemment, petit à petit mise en avant, non pas dans le cadre du droit commun, mais dans le cadre voisin de la faute inexcusable, mais je n'entrerai pas dans les détails. Alors, je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé dans laquelle j'essaye de situer les contentieux portés par le mouvement contre Kaloshi dans le contexte que je viens de présenter. Ces contentieux ont été et sont justement menés dans les deux cadres juridiquement distants. Celui de contentieux administratif contestant la décision du chef de bureau de l'inspection du travail d'abord et celui de contentieux du droit civil mené contre l'employeur. Selon moi, deux caractéristiques du droit japonais que je viens de présenter ont favorisé cette action de manière importante. Il s'agit premièrement de la structure de la liste des maladies professionnelles, largement complétée par des circulaires administratives, et deuxièmement de la coexistence des deux modes d'action en justice et un lien entre ces deux modes de contentieux. Une partie importante des contentieux dans le mouvement anti-Kaloshi a contesté la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle émise par le chef de bureau de l'inspection du travail. Or, comme je viens d'évoquer dans la première partie, les chefs de bureau de l'inspection du travail prennent leurs décisions en s'appuyant largement sur les circulaires administratifs concrétisant la portée et le contenu de la liste de maladies professionnelles. Si, comme je viens d'évoquer tout à l'heure, ces normes n'ont pas d'effet contraignant auprès des travailleurs, elles fonctionnent comme des normes contraignantes tant qu'il n'y a pas de contestation. En revanche, quand les travailleurs contestent effectivement la décision de refus de la qualification de caractère professionnel de leur maladie, les juges peuvent librement contredire ces normes en exigeant implicitement le changement du contenu de ces circulaires. Ces décisions, notamment celles de la Cour suprême, suscitent souvent effectivement un changement de circulaire. En effet, la structure ouverte de la liste de maladies professionnelles laisse une zone floue dans laquelle non seulement les chefs de bureau de l'inspection du travail ont une marge d'interprétation, mais les normes internes à l'administration, pour proposer des règles provisoires, peuvent être attaquées et modifiées indirectement par les décisions de juges. Les circulaires ainsi modifiés fixent des normes sur lesquelles s'appuient les décisions administratives en attendant éventuellement la prochaine contestation. C'est ainsi que la contestation par le contentieux administratif peut indirectement susciter un changement de portée de l'indemnisation de la maladie professionnelle, le changement de circulaire provoquant en effet un effet presque identique à un changement de la liste des maladies professionnelles. En effet, la réforme de la liste des maladies professionnelles de 2010, qui a officiellement intégré les deux nouveaux types de maladies professionnelles, donc Kaloshi et Kalojisatsu, n'avait qu'un sens symbolique, car l'élargissement de la possibilité de reconnaissance de ces maladies avait été déjà réalisé par plusieurs changements de circulaires administratives, dont je n'ai pas le temps d'évoquer les détails, mais qui ont été en partie importantes, suscitées par la jurisprudence. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais revenir est donc la coexistence des deux formes de litige et la relation entre elles.
En effet, dans le droit japonais, il arrive que la victime tente parallèlement les deux décisions de reconnaissance, deux canaux, deux canaux d'indemnisation. D'une part, la reconnaissance par la sécurité sociale de caractère professionnel et, si elle est refusée, le litige contestant cette décision. D'autre part, il y a le procès contre son employeur. Et bien que ces deux canaux soient théoriquement tout à fait distincts et distingués, on observe qu'il y a en réalité d'influence mutuelle entre eux, et cela à la fois au niveau individuel et de chaque affaire et au niveau plus large de l'orientation de la politique d'indemnisation de la maladie professionnelle. Alors, avant de développer ce point, je nuance par avance mes propos, car sur ce point, je parle de l'effet réel, alors que je n'ai pas fait une vraie étude exhaustive de jurisprudence, ni d'entretien auprès des juges pour vérifier cet effet. Je me permets tout de même d'évoquer une tendance générale. Je pense pouvoir observer. Monsieur Kawahito va probablement me compléter ou me nuancer, ou alors me dire que c'est pas du tout ça lors de sa présentation. Alors, premièrement, au niveau de chaque affaire, on observe qu'en général, quand la victime réussit à obtenir une reconnaissance de caractère professionnel et l'indemnisation par la sécurité sociale, cela a en général un effet favorable dans le cas d'un procès contre l'employeur. Et on peut dire la même chose dans le sens inverse. Puisque si les conditions de l'indemnisation ne sont pas pareilles juridiquement entre ces deux canaux, sans entrer dans le détail, une grande différence typiquement, c'est l'exigence de la faute de l'employeur dans la responsabilité civile et l'absence de cette exigence dans la sécurité sociale. Il y a donc ces différences. Par contre, il y a en réalité tout de même des éléments communs qui reviennent, surtout au niveau de la question de la reconnaissance des faits. Par exemple, la question de savoir si le travailleur était en situation de surmenage, ou alors la question relative au lien entre la dégradation de l'état de santé du travailleur et le travail qu'il effectuait. Ensuite, plus généralement, le contentieux contre l'employeur peut avoir un effet indirect sur la politique générale de l'indemnisation de maladies professionnelles et encore plus globalement la politique de protection de santé des travailleurs. Le contentieux contre l'employeur mettant logiquement en avant l'entreprise au cours du contentieux, il peut avoir un impact sur l'opinion publique et un effet médiatique souvent plus important que ceux issus des litiges administratifs concernant l'indemnisation par la sécurité sociale. C'est notamment le cas quand l'employeur accusé est une entreprise connue, réputée, et quelques décisions concernant la responsabilité civile de l'employeur, typiquement les affaires Dentsu, mais je pense aussi au cas Toshiba, que M. Kawahito va certainement évoquer après, ont eu un impact extrêmement important sur l'ensemble de la politique de l'indemnisation des maladies professionnelles, en influençant au moins indirectement aussi le changement d'orientation des circulaires administratives et la réforme de la liste des maladies professionnelles. Voilà, je vais conclure. Là, je crois qu'il y a beaucoup de répétitions dans la conclusion, donc je ne vais pas lire mon texte, je vais vous laisser regarder mon diapo. Et donc, je finis ma présentation ici. Par manque de temps de présentation et aussi ma présentation, je n'ai pas pu beaucoup approfondir la comparaison avec le droit français, notamment pour la deuxième partie. Ça serait probablement un sujet de discussion plus tard avec d'autres participants. 私は過労死110番運動と弁護士の役割というテーマで今からお話をしたいと思います。まず第一に日本における過労死運動の開始から現在までを説明したいと思います。1988年に日本のバブル経済が絶頂期の時に過労死110番がスタートしました。過労死とは仕事の過労ストレスによる死亡を意味します。1988年6月、日本の弁護士が中心となり、全国
相談活動がスタートしました。相談窓口には遺族からの電話が殺到し、過酷な労働による発病死亡を告発し、残された者の生活救済を求めました。当時の写真風景です。で、1990年代、バブル経済崩壊後、過労自殺が激増しました。1990年代に入り、バブル経済が崩壊し、日本は長い不況の時代に入りました。この中にあって、職場に残った者の生き残るための長時間労働が常態化し、仕事上の精神的ストレスが増大しました。この結果、業務に起因するうつ病自殺が頻発することになりました。この時期に私が出版しました本がこの本でございますが、大きな社会的な反響を呼びました。そして2000年に電通事件の最高裁判決が出ました。遺族が全面的に勝訴しました。2000年3月24日、日本の司法の歴史における画期的な判決が出されました。大手広告代理店の電通青年が自殺をしたことについて、これを労災として認め、企業が全面的に賠償責任を負うと判決が明示しました。これはその時に最高裁に入る原告、遺族と私です。当時の日本の新聞記事です。ほとんどの新聞が一面のトップ記事の扱いで報道しました。さらに2000年代に入り、21世紀に入り、女性の長時間労働や過労死が広がりました。1999年に日本の労働法が改定されました。その結果、女性の長時間労働を規制する条項が撤廃されました。そして男女とも平等に過重労働ができる法的な条件が作られました。そして21世紀に入り、女性の長時間労働、深夜労働が急速に拡大し、女性労働者の過労死、過労性疾患も多く発生するようになりました。これは2015年の12月に亡くなった高橋まつりさん、電通の新人社員であった高橋まつりさんが亡くなったことについて、母親のゆきみさんと私が記者会見をした時の模様です。この表は21世紀に入り、女性の長時間労働が大変増えているということを示すために、表しました。右側が女性なんですが、1997年の時に比べて、その10年後の2007年には女性の長時間労働が大変増加していることが分かります。日本では週60時間以上
働く場合を、特に問題としますが、女性が、そのような長時間労働をする人数が21世紀に入り2倍になっております。さらにハラスメントについても21世紀に入り日本で問題になってきました。2007年に東京地方裁判所が日本で初めてハラスメントを原因とした労働者の自殺について労災と認定しました。で、この裁判の判決が出る少し前に、私は友人の医師の精神科医の方々と一緒にフランスの著名な精神科医でいらっしゃいますイルエノさんを日本にお招きし、東京大学のキャンパスで講演シンポジウムを開催しました。これがその時、講演されているイルエノさんの姿でございます。で、この時2006年ですけども、イルエノさんや私を含めですね、日本の著名な精神科医の先生方が一緒に報告ディスカッションをしました。で、こうした取り組みの中で、2014年に過労死防止法という法律が日本で制定されました。弁護士遺族が中心となって2010年に過労死を防止する特別の法律を制定する市民運動を開始し、全国津々浦々から署名運動が行われ、多くの地方議会で立法を求める決議が出されることになりました。そして党派を超えて100人以上の国会議員の連盟が結成され、2014年過労死防止法が制定されました。この時の国会決議ですが、反対がゼロであります。で、さらに2018年には日本で労働基準法が改定されました。その中で従来労使協定、労働者と使用者の協定さえあれば際限なく長時間労働が法律上許容されていたのですが、法律の改定により時間外の労働、週40時間を超える労働時間の合計が1ヶ月100時間未満とする絶対的な上限が設定されました。2019年にはハラスメントに関する日本で初めての法律が作られました。企業にハラスメント相談窓口を義務付けるなどの法律を制定しました。しかし内容は不十分なものにとどまっており、2019年6月に採択された ILO の職場の暴力・ハラスメントを規制する条約を日本はまだ批准していません。コロナ禍の下で、日本では、過労死が引き続き発生しています。2020年2月以降の新型コロナウイルスの感染拡大は、一方で多くの失業者を生み出し、他方では医療、介護、清掃、生活必需品販売、宅配などで働く民間労働者、そして公務員に過重な労働を強いています。次に第2番目のテーマとして、過労死運動と弁護士の役割について述べます。まず、直接市民に訴えかけ相談を受けることであります。弁護士が中心となって直接市民に訴えかけて相談窓口を設置する活動スタイルを生み出しました。日本の労働組合は使用者との関係で力がフランスなどと比べても弱く、
また賃金アップの活動が中心であるため、過労死や長時間労働の課題への取り組みが弱かったという歴史的な経過があります。このような状況の中で弁護士が医師や職業病専門家と連携して直接の相談窓口を設置しました。この相談窓口はいわば過労死遺族の駆け込み寺として機能することになりました。これは発展途上国、例えばフィリピンなどでキリスト教の教会が被害者や困窮者に対して果たしている役割とよく似ていると私は考えています。2番目に、裁判によって行政を変えることであります。これは先ほど笠木さんの方から話をしていただいた点と共通しますが、日本では政権交代がほとんど起こらず、政権に従属する行政を変えるのは選挙を通じては甚だ困難であるという特徴があります。他方、裁判所は市民から被害の訴えを訴訟という形態で受け、公開の席で証拠調べを行うという手続きが整備しています。この結果、歴史的には1960年代後半から70年代前半の公害訴訟で司法と弁護士が大きな役割を果たしました。で、2000年の先ほど示しました電通事件最高裁判決は、労働行政に決定的な影響を与え、被災者遺族の救済につなげることができました。で、日本の司法制度は個別事件の救済の形態を取りながらも、その判決によって行政を大きく変えていく力になりうるということであります。で、ちょっと補足説明をいたします。どのようなパターンがあるかということについて3つ示します。パターン1、労働基準監督署に労災保険支給の申請をし、これが認められなければ、国を被告として行政訴訟を提訴し、裁判所で労災認定を受ける道があります。2番目に、労働基準監督署が労災の認定をした場合には、その後に企業を被告として損害賠償請求を提訴し、企業から賠償金を得るというパターンがあります。さらに、パターン3としてやや例外的ですが、労災保険支給申請をせずに、いきなり企業を被告とし、損害賠償請求訴訟を提訴し、判決により企業より賠償金を受け取るという形態があります。このパターン3を選択する場合とは、労働基準監督署に労災保険請求の申請を行っても認められない確率が高い場合に、企業に対する損害賠償請求の訴訟を提訴した方がより早く成果を得ることが可能であるという事情があります。次に3番目に、過労死、家族、医師など諸分野の専門家との連携についてです。過労死110番を開始した弁護士は当初から被害者団体の結成のサポートに力を注ぎ、1991年には今から30年前ですが、全国過労死家族の会が結成されました。この家族会は過労死以外の深刻さを社会、政府、裁判所に訴え続け、日本における過労死運動の中心となりました。また、過労死110番の活動は医師と連携し開始しました。当初は主として公衆衛生分野、脳心臓疾患分野の医師との連携が中心でしたが、現在は
精神科医師との連携が多くなっています。2015年には弁護士は医師社会科学系研究者、法律、経済、社会などの研究者と一緒に過労死防止学会を結成しました。これには過労死遺族も参加しました。定期的に学会を開催し、時には外国の研究者も参加しています。これが日本でも貴重な研究の場となっています。国際社会への発信とその成果について話します。1991年、私どもは英語版の過労死を出版し、欧米の労働組合やメディア、国連機関などに普及活動を行いました。1990年代を通じて ILO などの国際機関を訪問し、発言する機会を持ちました。2013年5月には過労死家族や弁護士がジュネーブを訪問し、過労死問題の深刻さを訴え、その結果、この時に国連の社会権規約委員会が日本政府に対し、過労死を生むような長時間労働を改善するよう勧告を発しました。これが1991年に発刊しました英語版の過労死の本です。これを私持ってイギリスやフランスやベルギーにの労働組合や国連機関などを訪問しまして、過労死の訴えをしました。で、これは2013年に、社会権規約委員会が日本政府に、改善勧告をしたことを報ずる記事であります。これは英語の原文が、こういうことでした。で、今日冒頭でお話がありましたように、先週 WHO、ILO が世界的な調査報告を発表し、2016年に長時間労働が原因で脳卒中や心筋梗塞で74万5000人が世界的に死亡したと、そのような発表をしたということも、私どものさまざまな報告なども影響したと、そのように考えております。このことを大きく報じたジャパンタイムズの記事です。最後に、克服すべき弁護士活動の課題について、これは私の個人的な意見ですが、お話しして終わります。現在、過労死に取り組む弁護士の多くは、過労死弁護団全国連絡会議、1988年に結成し、現在約230名ですが、活動しております。で、もともと1988年の運動開始当時から実質的にボランティア活動として行われ、当初10年間ほどは経営収入はほとんどない中で活動を続けました。経営収入は別の弁護士の活動の事件で賄ってきました。だが2000年の電通判決で、最高裁判決以降は過労死事件においても被害救済の可能性が高まったこともあって、社会運動にあまり関心のない弁護士も過労死問題は交通事故などと同様にお金になりうる事件となりました。この結果、2つの困った問題が今生じています。1つには、基本的な知識と実務経験に乏しいにもかかわらず、過労死の事件を担当する弁護士によって、相談者の要求が実現しないケースが生まれ、これはいわゆる弁護士過誤問題としてさまざまに発生しております。もう一つ、より根本的な問題として、過労死問題を社会運動として考えずに、経営収入を得るための手段としてのみ考える弁護士が増加する傾向にあります。一つ一つの事件を通じて社会に問題を提起したり、職場を改善したり、法令を改正する活動につなげないという傾向があります。もとより過労死事件においても、
弁護収入を得ることは弁護士の経営安定のためにも、ひいては社会運動の継続にも必要なことではあります。しかしながら、労働によって命と健康が破壊される社会を変革していきたいとしてスタートした過労死110番運動の原点を忘れてはいけない。で、弁護士の活動の在り方というものが今日本でもさまざまに問われているということであります。以上で私の報告を終わります。どうもありがとうございました。Alors après le cas japonais, le surtravail, les trop longues heures de travail, revenir en France, pays des 35 heures, mais aussi pays du forfait jour pour les cadres, qui constitue une règle juridique qui fait sauter en fait toute limitation horaire en dessous des 13 heures de travail par jour possible par le forfait jour, cette limitation de 13 heures étant une règle européenne et pas française. Donc voilà, la question des heures de travail réduites ou longues se pose aussi en France. Ma présentation va se décaler un peu des deux précédentes en finalement parlant moins de la justice, des avocats, des juges et davantage du droit, même si j'aurais pu, dans la foulée de l'ouvrage que Adrienne Sala a présenté, parler des maladies professionnelles et de leurs problèmes de reconnaissance qui impliquent aussi potentiellement la justice, notamment à travers cette question de la faute inexcusable qu'a mentionné Eric Assagi, et qui se pose aujourd'hui de manière intéressante autour notamment de la Covid-19 comme maladie professionnelle, puisque deux tableaux les deux derniers tableaux ont été produits en septembre dernier du côté français pour indemniser la Covid-19. Vous m'entendez bien ? Alors, je vais du coup me situer du côté du droit et en fait de la prévention, beaucoup plus que de la réparation. La prévention étant le pendant logique de la réparation. Si on fait payer et on prévoit une réparation importante, c'est aussi pour obliger les employeurs notamment à prévenir les risques du travail. Et donc, je vais plutôt regarder dans une organisation, dans une grande organisation, comment des acteurs en charge de la prévention utilisent, mettent en scène, se réfèrent au droit pour tenter d'être efficaces dans cette logique de prévention. Il ne s'agit donc plus de mouvements sociaux ou d'avocats, mais de professionnels en charge de la santé au travail, que l'on parle de la santé, de la prévention primaire, en amont de la réalisation des risques, de la prévention secondaire, lorsque ce risque existe, comment le limiter, ou de la prévention tertiaire, une fois que le risque est réalisé et que les problèmes de santé sont apparus, comment soigner, prendre en charge les personnes. Donc, je propose d'apporter un autre point de vue, plus en amont, en quelque sorte, des manières dont le droit, plus que la justice, joue un rôle dans ces questions de santé au travail et de prévention des risques professionnels. Alors, je vais m'appuyer sur une enquête qui porte sur une grande bureaucratie publique, une grande ville, une très grande ville en France, qui a mis en place des services et des acteurs en charge de la prévention de la santé au travail. C'est intéressant parce que, en fait, la fonction publique territoriale, les grandes villes, municipalités, relèvent pas tout à fait du droit du travail, un peu différemment, et sont peu étudiées. Or, les pénibilités, les risques professionnels sont légion, sont vraiment importants dans ces milieux-là, que l'on pense aux éboueurs ou aux puéricultrices des crèches, aux assistantes maternelles ou aux égoutiers, aux fossoyeurs ou aux jardiniers. Toutes ces professions rencontrent des risques et des pénibilités professionnelles importantes. Je vais donc montrer comment trois services, trois activités de prévention, celle qui consiste à écouter, à expertiser et à inspecter, sont traversées et structurées par le droit. Excusez-moi, j'avais oublié mon PowerPoint, donc je vous repasse ici voilà, ces petites choses. Alors, la problématique, en fait, qui est intéressante, c'est que ces acteurs, ces intermédiaires du droit, hein, il ne s'agit pas de professionnels du droit, de juges ou d'avocats, puisque je vais vous parler d'écoutantes,
de médecins de prévention ou d'inspecteurs du travail interne à l'administration étudiée, eh bien, ces trois acteurs endogénéisent le droit, le rendent interne aux organisations et plus simplement déposé dans des textes externes qui peuvent être utilisés dans des enceintes à l'extérieur de l'organisation, comme un tribunal. Et donc, l'intérêt ici, c'est justement de regarder comment, lorsqu'on ne peut s'appuyer sur l'externalisation, sur la judiciarisation, comment est-ce qu'on peut malgré tout juridiciser, autrement dit, se référer à des règles de droit pour prévenir les risques professionnels et améliorer la santé au travail. Hein, autrement dit, comment et avec quelle efficacité on peut juridiciser sans judiciariser le droit de la santé au travail. Donc, cette communication s'appuie sur 3 années d'enquête dans cette grande collectivité territoriale qui a été menée avec des jeunes postdoctorants dans lequel on a regardé 3 services transversaux, une cellule d'écoute, un service de médecine préventive et une mission d'inspection interne à la ville. On a aussi regardé en fait finalement les premiers acteurs auxquels on pourrait penser, que sont les préventeurs, les ergonomes, les psychologues et les préventeurs qui existent aussi dans cette municipalité, mais on les a pas, je ne les ai pas intégrés ici dans l'analyse parce qu'ils se situent dans chacune des directions, dans chacun des directions qui organisent l'activité de cette municipalité. Alors que ce qui m'intéresse ici, c'est que les 3 services que je vais évoquer, les 3 activités que je vais décrire, sont transversales. On a affaire à 3 services qui sont rattachés chacun au service de qualité de vie au travail, à la DRH de la municipalité, et qui, du coup, ne sont pas affectés à tel ou tel métier, telle ou telle activité. Donc, le plan va être très simple. Je vais passer en revue très rapidement chacune des 3 activités, des 3 services en question, avant de conclure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une cellule d'écoute, finalement, qui fait écho à celle évoquée précédemment, a été mise en place récemment, en 2017, alors à la suite de la montée en puissance des questions de souffrance morale, des questions de harcèlement et des questions de troubles psychiques que la France a connues aussi, notamment au cours des années 2000, avec cette vague de suicides à France Télécom qui a donné l'occasion d'un procès très important en 2019. Dans cette municipalité, c'est donc en 2017 qu'on met en place ce service. Alors, je ne vais pas le décrire, mais simplement vous dire que dès le départ, il rencontre un succès très important. Presque entre 2700 et 3000 appels sont passés dans les 2 premières années et plus de 1400 sont traités de l'occasion d'un traitement, et en particulier d'une mise en mots, mais aussi d'une mise en chiffres. Il est intéressant de noter combien la traduction des appels, des dossiers qu'ils ouvrent, permettent des formes d'agrégation statistique qui renforcent la connaissance sur les problèmes psychiques que rencontrent les salariés. Et ce qui m'intéresse ici, c'est en particulier comment ces écoutantes, qui sont finalement en première ligne, vont ensuite orienter les appelants vers des psychologues, vers des médecins, vers aussi peut-être leurs managers, d'autres services, pour prendre en charge cette question de souffrance au travail, telle qu'elle est exprimée à travers l'appel téléphonique. Mais ce qui est très intéressant, c'est combien ce travail d'écoute lui-même, finalement, s'appuie sur du droit, notamment par le travail de qualification des faits, plus ou moins active, qu'exercent ces écoutantes. Hein, ces écoutantes, ce sont des agents reconvertis, souvent en raison de problèmes de santé au travail. Et donc, c'est aussi leurs expériences qu'elles peuvent mobiliser pour orienter, écouter et aider les agents de la ville qui appellent. Ce qui est intéressant, c'est combien, finalement, dès la manière dont les agents vont reprendre les termes, vont catégoriser les manières dont les agents parlent des souffrances, on va avoir du droit ici qui va qualifier ces situations et permettre plus ou moins ensuite des prises en charge plus ou moins juridicisées, voire éventuellement judiciarisées, lorsqu'on parle par exemple de discrimination. Hein, c'est une des choses qu'on entend régulièrement et il est très intéressant ici de voir comment, par l'observation,
on constate que certaines écoutantes utilisent le terme, catégorisent ce qu'elles entendent en parlant de discrimination, en parlant de harcèlement, autrement dit en utilisant des catégories juridiques, alors que d'autres adoptent des positions beaucoup plus passives, cherchant avant tout à ne pas imposer ces catégories, mais dans tous les cas, en laissant ouvert la possibilité dans les séquences ultérieures, lorsque par exemple l'agent rencontre un psychologue ou un médecin du travail, d'utiliser ces termes et éventuellement d'enclencher une action juridique, sinon potentiellement judiciaire. Voilà, parler de discrimination ouvre toujours sur la possibilité de recours au civil ou même au pénal en France, même si voilà, cette question de la discrimination n'est pas, voilà, rencontre quelques difficultés dans l'espace français pour tout un tas de raisons, notamment culturelles. Pour terminer sur le rôle de ce service, ce qui est intéressant, c'est comment le droit ici est constamment présent. Ça se voit hein, à travers, par exemple, les petites affiches situées devant les ordinateurs des écoutantes et qui rappellent ce que c'est que de la discrimination, ce que c'est que du harcèlement en des termes juridiques et qui aident les écoutantes à utiliser ou pas ces catégories. Finalement, comment à chaque fois, l'action des écoutantes vise à finalement psychologiser pour partie la prise en charge. Finalement, l'orientation se fait principalement vers les psychologues, beaucoup plus que vers les médecins, par exemple, en maintenant ouvertes les qualifications et surtout en tentant de garder contenu dans l'organisation le problème, la souffrance exprimée. Donc, autrement dit, il ne s'agit pas d'interdire d'éventuelles judiciarisations, mais rien n'y encourage, et il s'agit surtout de gérer en interne ces questions de souffrance au travail. Donc, le deuxième service que je vais évoquer rapidement, auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on s'intéresse au droit de la santé au travail, c'est celui des médecins, et notamment des médecins de prévention, qui est un service plus ancien dans cette grande ville, mais qui a été restructuré aussi récemment suite à l'intérêt plus grand que l'administration porte à ces questions de santé au travail. Donc le service est un peu plus grand, il est composé de 16 médecins de prévention et d'une douzaine d'infirmières pour s'occuper d'environ 52 000 agents. Hein, j'ai oublié de vous le dire, mais cette grande ville emploie 52 000 agents de la fonction publique territoriale. Et donc ces 16 médecins voilà, ont vu leurs activités séparées et finalement mettre à distance le droit dans les fonctions qu'ils occupent et les actions qu'ils peuvent mettre en place. Jusqu'au début des années 2010, cette fonction de prévention était un peu mélangée avec… Un tout petit peu moins vite. Un petit peu moins vite, pardon. Donc, jusqu'aux années 2010, les médecins pouvaient à la fois déclarer des inaptitudes au travail, mettre en invalidité, autrement dit, décider, prendre des décisions médico-légales, et ils avaient un rôle véritablement juridique qui pouvait avoir une importance très grande sur les agents lorsqu'on les déclare inaptes à une fonction, voire inaptes à toute fonction, et dans ce cas-là, ils sont comme s'ils étaient licenciés, même si on ne licencie pas dans le secteur public. Et donc, à partir des années 2010, ce rôle est dévolu à un autre service de médecine qu'on appelle la médecine statutaire. Les médecins de prévention que j'ai étudié et observé avec Romain Juston, mon collègue, n'étant plus en capacité de prendre ces décisions médico-légales. Donc, ils doivent se recentrer uniquement sur les questions de prévention. De ce point de vue-là, ils exercent principalement leurs activités de deux manières. D'abord par des consultations individuelles où ils reçoivent des agents pour évaluer et expertiser des corps et éventuellement des pathologies professionnelles ou non, mais qu'ils peuvent relier à l'exercice de l'activité de travail. De ces consultations émanent souvent, pas toujours, des propositions d'aménagement de postes de travail, d'allègement des horaires, de tâches qui leur sont interdites, de nécessité d'acheter des matériels leur permettant d'exercer leur activité. Donc, ces propositions d'aménagement de poste n'ont pas de solidité juridique. Ce sont des propositions qui sont faites
aux hiérarchies de ces agents. Mais ces médecins de prévention ont aussi un tiers-temps qui existe pour les médecins du travail du privé, mais qu'ils ont le temps d'exercer, contrairement à leurs cousins du privé, dans lequel, en particulier, ils vont se rendre sur site, ils vont voilà, visiter les lieux, les locaux, les agents pour analyser, expertiser les milieux de travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut là aussi identifier la manière dont ces médecins se rapportent au droit en la reliant à la fois à leurs origines médicales, lorsqu'on a affaire à des médecins généralistes ou des médecins spécialisés en santé publique ou des médecins spécialisés, par exemple, en pneumologie ou en psychiatrie, ils se réfèrent différemment au droit dans les conseils et les manières dont ils vont qualifier les situations qu'ils expertisent. Et on peut le voir en particulier à travers cette double activité de consultation et de visite sur site. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on peut déceler comment ces médecins se positionnent un peu comme des pédagogues du droit, comme des professeurs, rappelant les règles, explicitant les règles à la fois aux directions qu'ils conseillent et aux agents qu'ils reçoivent et à qui ils peuvent proposer d'aménager les postes de travail. Ces médecins font plus ou moins directement référence au droit, mais dans tous les cas, dans la manière dont ils se font des pédagogues, cadrent la légalité, voire éventuellement pointent des responsabilités. Dernier service, là il y a un petit souci, c'est celui de l'inspection du travail. Donc ces inspecteurs ne sont pas comme les inspecteurs du privé. Ils sont internes à l'organisation et par là, ils ne possèdent pas les caractéristiques importantes des inspecteurs du travail du privé qui rapprochent ces derniers des professionnels du droit. Pourquoi? Parce que ces inspecteurs ne sont pas indépendants. Ils sont employés par la ville et doivent contrôler ceux qui les embauchent, contrairement aux inspecteurs du travail, indépendants de par une convention de l'OIT que tous les inspecteurs connaissent et rappellent avec force. Donc ces inspecteurs-là, à la ville, ne sont pas indépendants. En plus, c'est un petit service. Ici, c'est 6 inspecteurs pour ces 50 000 agents. Enfin, ils ne peuvent surveiller les règles qu'en matière de santé et sécurité au travail. Contrairement aux inspecteurs du privé qui doivent faire appliquer l'ensemble du Code du travail, salaire, temps de travail, négociation collective, représentation du personnel, ces inspecteurs-là ne peuvent s'appuyer que sur les règles en santé et sécurité au travail. Un peu comme c'est le cas des inspecteurs américains ou dans tout un tas d'autres pays où les inspections du travail sont spécialisées par domaine du Code du travail. Cela les empêche de marchander, de négocier, de graduer leurs interventions en insistant sur telle règle enfreinte pour mieux faire appliquer telle autre qui peut être aussi ou moins bien appliquée. Enfin et surtout, ces inspecteurs de la ville n'ont pas d'armes coercitives. Ils ne sont pas équipés du procès-verbal à partir duquel les inspecteurs du privé peuvent envoyer vers la justice les infractions qu'ils constatent. Autrement dit, la principale arme des inspecteurs du privé, le procès-verbal, qui est une arme juridique en tant que telle, ces inspecteurs en sont privés. A priori, ils sont donc très faibles, ont des positions plutôt périphériques et on n'imagine pas qu'ils puissent être très efficaces pour faire respecter ces règles de santé au travail. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette inspection donc interne, dépendante, spécialisée, sans moyen de coercition, a réussi dans cette organisation à acquérir un poids très important pour faire respecter les règles de santé et sécurité. Autrement dit, un paradoxe assez intéressant est à analyser, où un renversement s'opère, en particulier parce que chacune de ces caractéristiques, dans ce contexte de la fonction publique territoriale, permet finalement une efficacité certaine des inspecteurs. La dépendance, par exemple, leur permet de connaître très bien l'administration.
ils n'ont pas à s'appuyer sur des syndicalistes plus ou moins présents dans les entreprises pour savoir ce qui s'y passe. Il leur suffit d'accéder à l'intranet interne de la ville pour connaître tout un tas d'informations leur permettant de préparer avec efficacité leur visite. La spécialisation sur les seules règles de santé et sécurité n'empêche pas des jeux et des gradations, les règles étant malgré tout nombreuses à faire respecter, qu'il s'agisse de la conformité des équipements en matière de ventilation et d'extraction d'air, par exemple, mais aussi d'équipements collectifs ou individuels à porter, ou de règles portant sur les matériels ou les pratiques de travail. Enfin, l'absence du procès-verbal, l'absence d'appui juridique solide devient finalement un atout, puisque le décret qui définit leurs actions leur indique simplement qu'ils peuvent proposer toute mesure. Cette liberté qui finalement leur évite d'avoir à respecter des procédures très précises que les inspecteurs du privé doivent suivre lorsqu'ils écrivent un procès-verbal. Cette liberté, ces marges de manœuvre, ces seules propositions qu'ils peuvent faire deviennent très efficaces puisqu'elles sont publicisées au sein de l'organisation. À la fois le secrétariat général de la ville et les syndicats reçoivent tous les rapports de ces inspecteurs et la mise en visibilité des infractions dans chacune des visites faites, finalement, oblige en quelque sorte les directions à se conformer, même s'il ne s'agit que d'observations, de propositions et pas de procès-verbaux. Ce qui est paradoxal, c'est que cette faiblesse de l'appui juridique n'empêche pas un formalisme juridique, une forme très juridique dans les rapports que ces inspecteurs rendent et qui, paradoxalement, les rend efficaces en pointant en particulier la question des responsabilités. Des limites existent évidemment dans chacune de ces activités. Des appels ne donnent lieu à aucune prise en charge derrière. Des consultations et des expertises des corps n'aboutissent pas à des aménagements de poste et certaines inspections ne débouchent pas sur des mises en conformité. Malgré tout, il est intéressant de noter combien ces trois services transversaux, ces trois activités, a priori loin du droit, même si l'inspection s'y rapproche, se traduisent par une efficacité importante dans cette ville en matière de prévention des risques professionnels. Ces intermédiaires du droit, qui n'en sont pas des professionnels, jouent un rôle majeur dans le respect et l'application des règles en matière de santé et sécurité. C'est intéressant de noter ce point parce que le tournant préventif qui est annoncé en France à travers un rapport en 2018 et une proposition de loi actuellement débattue au Sénat et qui se propose de réformer en profondeur la médecine et la santé du travail, la santé au travail, finalement peut être efficace, évidemment, en raison aussi des rapports de force, des contextes sociaux et organisationnels dans lesquels s'inscrivent ces intermédiaires du droit. Pour terminer, cette mise à distance de la judiciarisation, qui n'est jamais impossible et qui est toujours possible, voilà, les rapports d'inspecteurs peuvent servir plus tard, en cas d'accident, par exemple, du travail, peuvent être versés dans un dossier qu'un juge administratif pourrait ouvrir. Les aménagements de poste proposés dans les dossiers des agents peuvent être utilisés ensuite lorsqu'il s'agit de décider si une contestation a lieu. Et encore une fois, les écoutes, lorsqu'elles parlent et utilisent des concepts juridiques, peuvent ouvrir derrière sur des possibles recours à l'institution judiciaire. Même si ce n'est jamais leur objectif premier, il s'agit toujours d'internaliser le droit, cette mise à distance de la judiciarisation n'empêche pas sa présence par notamment l'invocation des questions de responsabilité qui, à mon sens, sont indispensables pour que le tournant préventif évoqué puisse être efficace. Alors, les trois présentations sont très complémentaires dans leur manière d'aborder la question de la judiciarisation sous des angles néanmoins distincts. Eli Kasagi a d'abord présenté le contexte juridique japonais qui a permis la mobilisation du droit
et le recours au contentieux par les acteurs du mouvement anti-Kaloshi depuis les années 80. Ce mouvement est une réussite dans le sens où il est parvenu à atteindre 3 objectifs majeurs: la reconnaissance en maladie professionnelle, le vote d'une loi de prévention du Kaloshi et la réforme du temps de travail. Par l'analyse du contexte institutionnel japonais, notamment la structure juridique et les caractéristiques de la liste des maladies professionnelles, Eli montre très clairement pourquoi ce sont les avocats, en coordination avec d'autres acteurs, via l'action en justice, qui ont joué un rôle majeur dans ce processus. Eli montre ainsi que l'existence des circulaires est cruciale pour comprendre le processus de judiciarisation à l'œuvre dans les cas de Kaloshi puis de Kalojisatsu. Voilà. Donc, comme on le voit sur la slide, en 1987, la première révision de la circulaire administrative marque un tournant majeur dans le processus de reconnaissance du Kaloshi en maladie professionnelle. En 87, ici, vous voyez donc la première révision de la circulaire qui a entraîné une hausse des demandes d'indemnisation. La seconde révision de circulaire en 95 et la troisième, qui est très importante, en 2001, qui fut précédée de 7 décisions rendues par la Cour suprême et plus d'une centaine de décisions de justice entre les années 80 et les années 2000. À la suite de ce changement de circulaire, le nombre de cas indemnisés a augmenté significativement, comme vous pouvez le voir ici. En 87, le premier palier, à partir de 95, on voit un second palier, et à partir de 2002, vous voyez ici la hausse des indemnisations qui ont été acceptées. Le cas de reconnaissance du Kalojisatsu, le suicide par surmenage, illustre très bien le second point de Eli, qui est de mettre en lumière la coexistence de 2 cadres juridiques distincts, le contentieux administratif et le contentieux de droit civil, mené contre l'employeur. En effet, l'un des premiers changements majeurs de circulaire relatif à la reconnaissance du suicide comme maladie professionnelle en 2000 résulte de l'influence réciproque entre ces 2 canaux. Premièrement, on peut citer la décision du tribunal de première instance de Nagano en 1999, suite à la contestation du refus de demande d'indemnisation de l'AIT, et deuxièmement, les arrêts successifs rendus dans l'affaire Dentsu présentée par Kawahito Sensei entre 1996 et 2001, reconnaissant la responsabilité de l'employeur. L'impact sur le nombre de cas indemnisés est significatif, comme on le voit sur le graphique ici. On comprend bien que le recours à la voie judiciaire représente un moyen de contester les normes établies et d'obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle dans le cas du Kalojisatsu. Ensuite, la présentation de Kawahito Sensei retrace l'ensemble du mouvement anti-Kaloshi depuis la création de la cellule d'appel Kaloshi Hyakutoban en 1988, en mettant en évidence l'émergence du Kalojisatsu avec l'évolution du contexte économique. La création de cette Kaloshi Line fait suite au premier changement de circulaire en 1987, ici, ce qui montre bien les fenêtres d'opportunité que cette nouvelle circulaire a créées pour le mouvement. Kawahito Sensei montre comment l'organisation du mouvement par les avocats, en s'appuyant sur les décisions de justice et leur innovation judiciaire, a abouti à des changements profonds de la loi en 2014, ici, et du droit du travail avec la réforme Hataraki Kata Kaikaku. En effet, rappelons que le droit du travail japonais n'établissait pas de limites spécifiques et contraignantes pour les heures supplémentaires. Ainsi, on voit bien l'effet du changement de circulaire et les allers-retours entre les décisions de justice et le mouvement anti-Kaloshi, ainsi que l'impact sur la réforme législative et le droit du travail. Kawahito Sensei montre également comment l'action en justice permet le passage de la sphère individuelle à la sphère institutionnelle. Les cas individuels ont produit des jurisprudences qui ont progressivement intégré les notions de risques psychosociaux et de santé mentale au travail. Ensuite, le législateur a mis en place une politique préventive du Kaloshi. Enfin, c'est le cœur du compromis social, le temps de travail, qui est remis en question avec la réforme de 2018. Le tout conduisant à un changement, certes progressif, des normes sociales et des valeurs morales associées au travail à travers un processus de rééquilibrage des droits
et des obligations entre le salarié et l'employeur. Néanmoins, bien que les actions en justice aient permis ces changements majeurs, notamment les procès Dentsu, elles n'ont pas donné lieu à un mouvement syndical plus large. Pour le dire simplement, l'impact des décisions judiciaires sur l'organisation du travail semble atténué par la difficulté qu'ont les syndicats japonais à jouer un rôle d'intermédiaire institutionnel, comme l'a d'ailleurs indiqué Kawahito Sensei lors de sa présentation. Par exemple, dans le cas des procès France Télécom, le nombre important de suicides et la représentation syndicale des victimes ont permis l'élaboration d'une plainte collective à l'encontre du management pour contester l'organisation du travail. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 20 décembre 2019 a reconnu un harcèlement moral institutionnel qui découle de la politique d'entreprise. Ces décisions de justice mettent en cause l'organisation du travail et le management comme facteur majeur de risques psychosociaux susceptibles de générer du stress professionnel pouvant conduire au suicide. La responsabilité des dirigeants est en outre reconnue par le droit pénal. Voici mes premières questions qui sont adressées dans un premier temps à Eli et à Kawahito Sensei, puis je ferai mon commentaire sur la présentation de Jérôme Pellis. La première question s'adresse à Eli Kasagi. Quelle marge de manœuvre la structure juridique française donne-t-elle aux avocats pour recourir au contentieux pour les accidents du travail et les maladies professionnelles? Peux-tu expliquer en 2 mots la notion de faute inexcusable, consacrée notamment dans les procès de l'amiante, et la notion juridique de harcèlement moral institutionnel? Les questions suivantes s'adressent à Kawahito Sensei et à Eli Kasagi. De nombreux chercheurs français se sont penchés sur les causes de la dépénalisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par exemple, Pascal-Marie Chalard a analysé les obstacles spécifiquement juridiques qui peuvent s'opposer à une prise en compte pénale de l'exposition à des risques industriels pour expliquer pourquoi il n'y a pas en France de grands procès pénals de la catastrophe de l'amiante. Qu'en est-il du Japon? Est-ce que les mécanismes juridiques analysés sont applicables dans d'autres cas que le Kaloshi-Kalojisatsu? Qu'en est-il justement du procès de l'amiante? Qu'en est-il de la Covid-19? Ensuite, cette question s'adresse plus spécifiquement à Kawahito Sensei. Dans quelle mesure le rapport de l'OMS peut être utilisé pour entraîner une révision de la Kaloshi Line, qui est actuellement fixée à 80 heures par mois, et quels sont les obstacles? Enfin, est-ce que les professionnels du droit japonais disposent de marge de manœuvre pour mettre en cause plus globalement l'organisation du travail ou encore les pratiques managériales dans le domaine de la santé au travail? Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, vous pouvez bien évidemment choisir celle qui vous semble le plus pertinente. Je me tourne maintenant vers Jérôme Pellis. Votre présentation est très complémentaire, dans le sens où elle aborde le thème de la judiciarisation, justement sans la judiciarisation. Vous montrez comment les non-professionnels du droit, en charge de la prévention en santé-travail, utilisent le droit. Ma première question est très simple. Est-ce qu'on peut considérer les non-professionnels du droit comme des relais de l'État dans la prévention des risques au travail? Ensuite, vous précisez bien que c'est le droit qui est saisi et non pas la justice. J'aimerais vous interroger sur ce point, au regard notamment de vos travaux sur les notions de judiciarisation et de juridicisation. Quelles sont les différences entre l'usage du droit sans la justice et l'usage du droit avec la justice pour lutter contre les pathologies occasionnées par le travail? Est-ce que les études de cas présentées aujourd'hui, y compris votre analyse, ne montrent pas que l'usage du droit n'est pas dissociable de l'action en justice? Je vais développer mon questionnement en faisant le lien avec les 2 premières présentations. Le cas du Kaloshi montre que ce sont les actions en justice coordonnées à la mobilisation des associations de familles de victimes qui ont abouti au vote de la première loi de prévention du Kaloshi en 2014. La lutte par le droit et pour les droits se situe donc en amont de l'élaboration des politiques publiques en matière de prévention du Kaloshi et plus largement de la santé au travail.
Les non-professionnels du droit ne sont dans ce cas pas seulement les relais de l'État, mais plus exactement des relais de l'État en coordination avec les juges, les avocats, les associations de familles de victimes, les syndicats, les ministres de la Santé, entre autres. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure les processus d'élaboration des politiques publiques influencent-ils le travail des professionnels de la prévention santé-travail et la façon dont ils utilisent le droit? Pour le dire autrement, est-ce qu'on observe une différence dans la mise en pratique des politiques publiques lorsque celles-ci sont élaborées en réponse à des décisions de justice innovantes, issues de procès médiatisés, plutôt que par un processus parlementaire ou administratif classique? Par exemple, la période de votre enquête correspond à la période des procès France Télécom. Est-ce que ces procès ont eu une influence sur l'élaboration des mesures préventives en santé-travail? Est-ce que la médiatisation de ces procès a eu une influence sur l'usage du droit par les professionnels de la prévention santé-travail? Leur conscience du droit est-elle amplifiée par l'actualité judiciaire et médiatique? Auquel cas, il me semble que l'horizon judiciaire est davantage présent. Ainsi, l'un des objectifs des mesures de prévention des risques que vous avez analysées n'est-il pas aussi de prévenir donc les conflits et donc la judiciarisation, comme le laisse penser la démarche individualisante et psychologisante des souffrances au travail que vous soulignez? Je poursuis par des questions plus courtes. Vous mentionnez la crainte que les syndicats ont d'être court-circuités par les cellules d'écoute. Est-ce que vous observez des tensions entre ces nouveaux acteurs, les écoutantes et les syndicats, et quelles en seraient les raisons? Est-ce qu'il y a une coordination entre les syndicats et les écoutantes, notamment via l'usage des données statistiques, pour favoriser une action de groupe et permettre une montée en généralité des problèmes de souffrance au travail par rapport à l'organisation du travail et au management? Enfin, le cas des écoutantes est très intéressant. Premièrement, ce ne sont que des femmes. On aimerait savoir pourquoi. Deuxièmement, certaines d'entre elles ont eu, de par le passé, une expérience liée à la souffrance au travail. Comment sont-elles parvenues à résoudre leurs problèmes? Sont-elles toujours suivies ou encadrées par des professionnels de la santé? Est-ce que leur période d'activité en tant qu'écoutante est limitée en raison de la charge mentale que représente ce travail? Je conclus en précisant que ce serait également très intéressant d'écouter Kaohito Sensei au sujet des activités des non-professionnels du droit japonais et des coordinations existantes avec les professionnels du droit. Voilà, je vous remercie beaucoup et je donne la parole donc dans l'ordre des présentations à Ellie, puis Kaohito Sensei, puis Jérôme Pellis. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup Adrienne pour cette présentation qui synthétise très bien ma présentation ainsi que la présentation de Kaohito Sensei et toutes ces questions très très intéressantes à traiter. Pour voilà, limiter le temps de parole, je vais sélectionner quelques questions qui me semblent vraiment collées à ma présentation d'aujourd'hui. D'abord donc j'ai beaucoup insisté sur la marge d'intervention des juges et d'interprétation par rapport à la liste des maladies professionnelles au Japon. Et j'avais montré aussi les tableaux de maladies professionnelles en France qui sont beaucoup plus précis et étouffés par les normes de caractère technique et très scientifique. Alors, je vous présente juste, c'est le livre qu'on a évoqué plusieurs fois aujourd'hui, donc co-dirigé par Jérôme Pellis. Dans cet ouvrage, dans la dernière partie, dernière contribution, donc qui est écrite par Delphine Serre, traite cette question de la place des juges dans la reconnaissance des maladies professionnelles. Donc, c'est une étude sociologique qui est tout à fait intéressante. Et donc, cet article explique justement le rôle assez limité des juges quand on conteste la décision administrative de reconnaissance, refus de reconnaissance des maladies professionnelles. Et il y a plusieurs raisons. Déjà, motivation de juge n'est pas pareille.
et une des raisons qui sont évoquées est justement le fait que les tableaux sont très techniques, très précis. Les juges n'ont pas beaucoup de marge d'interprétation. Ils ne se sentent pas légitimes d'intervenir en changeant même légèrement la norme qui sont précisées dans ces tableaux. Donc, je crois qu'il y a là quand même une différence très contrastée liée aux caractéristiques de tableaux et la liste de maladies professionnelles, sans dire que, voilà, encore une fois, lequel est mieux, lequel est favorable pour les travailleurs. Voilà, en tout cas, il y a ces différences. Alors, deuxièmement, peut-être je vais juste quelques mots sur la place du droit pénal et le procès pénal. Peut-être M. Kawahito pourrait parler un peu plus précisément, mais ce qui serait intéressant de souligner, c'est que l'affaire de France Télécom, justement, la décision était donc en fait l'issue de procès pénal. Et ce qui est en fait lié au fait que le harcèlement est intégré en France dans le code pénal, et alors que ce qui n'est pas le cas au Japon. Même si les actes constituant le harcèlement, donc la violence, l'agression, intimidation, etc., peuvent être sanctionnés par le code pénal. Et peut-être à travers le concept de harcèlement, même au Japon, il y a quelques procès pénals ou alors l'initiative de l'autorité pénale qui pourrait avoir un effet important dans le mouvement sur la question de harcèlement. Voilà, pas dans le cadre de maladies professionnelles et plutôt dans le cadre de harcèlement qui est en fait une question un petit peu à part, qui peut être traitée un petit peu à part par rapport à la question de maladies professionnelles. Et la troisième point, juste sur l'histoire de Covid, puisque c'est aussi un exemple intéressant qui confirme aussi encore la structure ouverte de liste de maladies professionnelles. Le Covid en forme grave était assez vite indemnisé par la sécurité sociale au Japon dès le mois d'avril en 2020. Et c'était justement à travers des circulaires administratives qui interprètent les tableaux, enfin les maladies déjà existantes dans la liste des maladies professionnelles. Donc, c'était pas par la clause générale, mais c'était la clause qui parlait de l'affection, problèmes respiratoires, etc. Toujours, comme j'ai montré pour la maladie d'oreille, c'était très général. Donc, les circulaires administratives ont décidé d'intégrer les maladies Covid dans le cadre à travers ces clauses qui sont proches à ces affections. Et aussi, les circulaires administratives ont essayé d'élargir la possibilité de faciliter l'indemnisation de ces maladies liées au Covid par la sécurité sociale, toujours à travers les circulaires administratifs. Voilà, c'est aussi donc un exemple pour montrer cette flexibilité de liste de maladies professionnelles pour intégrer des nouveaux types de maladies à travers, non pas par la réforme de tableau elle-même, mais par la réforme de liste elle-même, mais par les circulaires administratifs qui interprètent les clauses de la liste de maladies professionnelles. Voilà, je m'arrête là et je vais revenir sur d'autres questions si on aura du temps. Voilà. まず先週に発表されました WHO の見解によれば、1週間に55時間の労働時間が長時間労働で、死亡のリスクをもたらすと、このように、はっきりと言っています。1週間に55時間です。で、日本の場合は、1週間に60時間がほぼ日本でいう過労死ラインとされています。したがって、1週間で5時間の違いがあり、1ヶ月にしますと20時間以上の違いがあります。で、
で私どもは何年も前から1ヶ月に失礼しました、1週間に60時間ではなく、もっと短い労働時間でも健康に害を与えるということを主張してきまして、現在はですね、少なくとも1週間55時間から過労死ラインとして、設定すべきだと、そのような意見を政府に意見書を出してきました。で、先週の WHO の見解は私どもがこの間ずっと長く言ってきたことと全く一致する見解であります。で、今日本の政府厚生労働省の方でこの何時間から健康に危険なのかということについての、最後の検討会議が行われておりまして、私どもとしては先日の WHO の国際的な見解、これは医学的なエビデンスに基づいたものですから、それに基づいて、1週間55時間以上の労働は死亡リスクが高いということをはっきりと日本政府が認識して、そのような方向で法律改正あるいは通達の改正をすべきだと、このように言っております。でこれは今年中の私どもの最も大きな活動のテーマであります。次に2番目の経営者に対する問題ですが、経営者に対する経営方向を改めるための法律的な手当という問題についてはですね、日本のその現在のさまざまな法律体系の中ではなかなか困難な問題が多いと考えます。で、私どもが日常的に行っていることは、病気になったり亡くなった事件が発生した場合にその経営の在り方を裁判所なりあるいは行政によって経営の在り方をはっきりさせ、つまり、裁判所でありあるいは厚生労働省がその経営の在り方を見直すべきだということを指令するような、そういう取り組みをしているわけです。で、問題は病気になる前や亡くなる前からそういう取り組みをもっとしなければいけないということでありまして、この点については、現在は随分経営者に対する講演活動も多くなりました。そして、いわゆるコーポレートガバナンスといいますか CSR といいますか、さまざまな意味で企業も働かせ方の改革をしなければいけないという意識は、この10年20年で随分変わりましたので、我々としては、現在さまざまな講演活動その他を含めてですね、企業の姿勢を改めさせる取り組みをしているというのが現在の状況でございます。先ほど笠木さんのお話の中で刑罰の話についての説明がありましたが、日本の法律体系では刑事罰は大きく2種類あり得る制度としてはあります。一つは労働基準法に基づいて処罰をする、企業や個人を処罰をするという場合です。で、もう一つは普通の刑法に基づいて処罰をするという場合ですね。制度としてはこの2つがあります。で、労働基準法に基づく処罰というのは法律に違反した長時間労働をやらせた場合です。で、この場合は会社組織またはそれを指令した個人が刑罰の対象になります。で、問題はしかしあまり処罰されていないというのが現状だということです。で、しかしながら先ほどの電通の高橋まつりさんの事件では、会社が処罰されるということになりまして、
少ない金額でありますが、会社として刑事罰としての罰金を命令されました、裁判所から。それでもう一つは、亡くなったことに対して、日本語で言うと業務上過失死というんですけども、亡くなったことに対する、責任を経営者に取らせるということです。で、これは時々遺族が検察官に告発をすることがあります。しかしながら現状ではですね、なかなかその刑事告発によって経営者が死亡に対する責任を問われるということは、過労死の事件においてもほとんどないのが現状です。刑事罰についての現状はそのようなことであります。以上です。Merci beaucoup. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais juste trois réponses en fait. Les premières sur voilà, l'usage du droit sans la justice ou avec la justice. Est-ce que finalement c'est vraiment dissociable de l'action en justice? Alors oui et non. Non, parce que l'action en justice est toujours possible et en fait on est toujours à l'ombre de la justice et du tribunal. La question de la responsabilité étant ici au centre de ce point. Néanmoins, en matière pratique, le passage entre la juridicisation et la judiciarisation, entre se référer au droit et aller en justice, entre les deux, il faut des ressources, il faut une action de mobilisation, il faut aussi des formes de rupture dans la relation qui se noue entre les acteurs. Lorsqu'on demande à une instance externe comme un juge de trancher, c'est rompre en fait des relations sociales, en particulier lorsqu'elles se situent dans le temps. Et c'est très compliqué à gérer. Et tout ça constitue des obstacles importants au passage de la juridicisation à la judiciarisation. Sur le deuxième point, et le procès France Télécom notamment, et les questions qu'il pose sur son existence, la médiatisation qui a eu lieu derrière, c'est absolument passionnant parce que la chef de service du service d'inspection du travail dont j'ai parlé, de la ville, c'est la même inspectrice qui a rédigé la plainte pénale pour le procès France Télécom. Avant de venir dans cette grande bureaucratie publique, elle était inspectrice du travail dans le privé et elle avait dans son périmètre le siège de France Télécom. Elle a été détachée par le ministère du Travail pendant plusieurs mois pour préparer la plainte qui a appuyé au pénal l'existence du procès, qui a appuyé la plainte que les organisations syndicales ont formulée de leur côté. Et donc, cette inspectrice, elle était à la fois en première ligne pour me parler des questions de suicide au travail, de RPS, et en même temps, en première ligne pour me dire à quel point l'absence du procès verbal dans sa nouvelle fonction avait pu modifier ses pratiques, puisqu'elle avait elle-même été chargée de rédiger ce procès verbal. Et ce n'est pas tout à fait non plus par hasard que c'était elle, parce que c'était vraiment une militante du procès verbal dans sa fonction d'inspectrice du travail. Elle avait créé une association d'inspecteurs revendiquant l'idée qu'il fallait que les inspecteurs utilisent le procès verbal, parce qu'en France, ces procès-verbaux sont peu utilisés. Les inspecteurs vont rarement jusqu'au procès verbal, pour tout un tas de raisons que je n'ouvre pas ici. Et donc, le cas est absolument extraordinaire, parce qu'on a affaire vraiment à quelqu'un qui croyait au procès verbal et qui s'appuyait beaucoup dessus dans sa pratique et qui se retrouve dans une position où elle n'a plus le procès verbal. Et le plus intéressant, c'est que dans les entretiens que j'ai eu avec elle, dans les discussions, elle a beaucoup insisté sur la liberté que lui donnait l'absence du procès verbal. Le fait, alors, c'est aussi parce que dans la municipalité en question, la question des RPS, la question des suicides et des souffrances psychologiques, pour elle, était vraiment en second rang par rapport à des problèmes d'exposition à des produits chimiques, à des pénibilités horaires, physiques, des troubles musculo-squelettiques qui, pour elle, étaient l'essentiel des problèmes de santé au travail. Elle a en quelque sorte une vision selon laquelle la question du stress, de la souffrance psychologique vient en second rang derrière ces problèmes matériels qui sont premiers pour elle, qui mettent en jeu plus directement encore les corps, la question des corps en termes de santé-travail. Et du coup,
elle reconnaissait malgré tout que l'absence de procès-verbal ou sa situation différente dans cette grande municipalité lui permettait difficilement d'intervenir sur les RPS, sur les risques psychosociaux. Aussi parce que le droit est assez lacunaire en la question et qu'elle a peu d'appui juridique aussi pour intervenir sur les risques psychosociaux. Voilà. Et donc, troisième élément, pour les écoutantes, l'idée d'utiliser les statistiques, par exemple, pour imaginer des traitements collectifs, sinon des actions de groupe, est une idée très intéressante à explorer. Elle a malgré tout des obstacles importants qui sont la question de la confidentialité et de l'anonymat, qui, entre l'écoute individuelle et le dossier, il y a une déperdition d'informations. Et évidemment, la relation entre l'individuel et le collectif ici est perdue. Et puis, voilà, cette articulation, elle est rien de moins facile qu'à mettre en œuvre ensuite pour éventuellement imaginer aller devant un tribunal. Mais